de route celtique. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, ce ne sont pas des chaussées romaines, c'est des chaussées gauloises. Parce que les Romains étaient très très forts, mais pour piquer les idées des autres et les mettre en pratique. Et dans leur construction de chaussée, c'était pas la structure en elle-même, c'était le positionnement. Donc le positionnement, c'était toujours mis sur des crêtes. Donc quand ils circulaient sur les crêtes, c'était forcément un endroit où il y avait le moins d'eau, et c'est pour ça aussi qu'ils venaient, pour ne pas embourber les chariots, etc. Et ils avaient par contre un problème d'eau. Mais chez eux, c'était pas un problème, puisque la plupart d'entre eux étaient sourciers. Donc on verra à la maison Jean-Pierre, il y a un puits qui se situe là, qui date de pas mal d'années. Et il y avait entre autres tout le long de ces chemins des espèces de relais. Parce que il fallait donner à manger aux bestiaux et à boire surtout, mais il fallait aussi nourrir les bonhommes, quoi. Je ne vais pas vous faire une description parce que vous allez voir de vous-même. Il y avait chaque fois, de chaque côté du chemin, un fossé. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'eau en excédent dans le cœur de la chaussée. C'est pas tellement en surface. C'est clair qu'il vaut mieux que ça ne rentre pas et que ça aille bien sur les côtés. C'est pour ça qu'on faisait les routes bien bombées, pour éviter déjà que l'eau ne pénètre à l'intérieur et puis qu'elle puisse directement aller vers l'extérieur. Mais il fallait surtout que les fossés soient profonds. Et en même temps qu'ils soient profonds, qu'ils soient aussi drainants. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de fossés, et puis vous voyez aussi des gens qui, régulièrement, tous les 4-5 ans, ils viennent retirer tout ce qui s'est accumulé à l'intérieur. Donc là-bas, il y avait un système de drainage sous le fossé, pour permettre à l'eau de s'évacuer encore mieux. C'est pour ça qu'avec ça, ceux qui seront sensibles, ils verront qu'ils vont retrouver ce qu'on appelle deux veines d'eau en dessous de chaque fossé. Et c'est une des bonnes techniques pour vérifier qu'on est bien sur une chaussée gauloise. Parce que ça, c'était quand même un gros carrefour d'échange, et c'est la liaison, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu tout à l'heure, c'est la liaison Reims-Cologne. Donc entre les différentes peuplades, c'était des liens qui étaient relativement circulaires. C'est-à-dire c'était un diverticule qui allait sur après Reims-Cologne. Oui, j'ai pas dit que c'était la voie principale, voilà, mais c'est ici sur le plateau que je trouvais la voie de croisement principale. Après qu'il relie sur autre chose, c'est forcément possible. Et alors c'est pas moi qui l'ai relevé, c'est M. Vallée de Tillet, dont l'épouse a fait avec le général Prouet le petit bouquin sur le château de Linchamp. Très bien fait, donc ceux qui veulent voir sur le château de Linchamp, allez voir. Ça vaut la peine de le télécharger et puis de l'imprimer, vous aurez un tas d'informations bien utiles. Donc nous on est sur le fossé, le relèvement de rive droite. Toi tu es sur le relèvement de rive gauche, Jean-Marie. Là tu te rends compte comme c'est large, hein. Là on voit bien la largeur et l'emprise. C'est celle d'ailleurs, à un moment donné ça revient romaine. Et puis après romaine. Mais alors après, si vous voulez, il y avait des pays où il y avait des foires. Alors les foires, c'était excessivement important quand on était dans le haut Moyen-Âge. Parce que c'était là qu'il y avait des lieux de rencontre, des lieux d'échange et tout. Et notamment, il y avait des foires aux bestiaux. Et il y avait le village belge d'Oudremont, qui avait une foire qui était très connue dans le secteur. Et les animaux qui passaient, qui allaient à la foire, passaient là. Mais ces chemins-là avaient une importance qui était quand même considérée comme primordiale, c'était les autoroutes de l'époque. Et en discutant justement avec Madame Vallée, mais surtout Monsieur Vallée, parce que lui est le plus spécialiste des anciens chemins, eh bien il faut savoir que pourquoi après tout faire une largeur comme ça? Ça paraît énorme, quoi. Tous les déplacements des animaux se faisaient à pied, même les longs déplacements. Alors donc il fallait que le long de ces cheminements-là, que les troupeaux passent, mais également que les autres charrois passent. Donc pour se croiser, il y avait une zone qui était plus ou moins entretenue, où passaient les charrois, et une autre plus ou moins engazonnée, boueuse, où passaient les animaux. Une partie de l'armée napoléonienne, la partie du nord, est passée ici. Et il y a eu un grand campement qui se trouve du côté de Hèbes, qu'on appelle le rond des maréchaux. C'était les officiers de l'armée de Napoléon qui campaient là-bas. Donc ici, là, on est en train de fouler quelque chose d'historique. On a fait ça. Systématiquement, la calune a envahi les zones travaillées au bulle, on a replanté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la bruyère, c'est un petit arbrisseau, et tous les éléments ligneux
poussent avec des champignons mycorhizateurs qui les aident. Or, la calune pousse avec un champignon qui s'appelle Pezisa caluna, une pésise. Et cette pésise-là, elle inhibe tous les champignons qui peuvent être le cortège mycorhizien des épicéas. Et c'est pour ça que vous verrez à des endroits mais la plantation qui est maigrichonne. Ouais, c'est une question de champignon contre champignon. Hein. Sur une surface comme ça. C'est la guerre des champignons. C'est là que ça se passe. Et là, on a eu une prolifération, mais prolifération, peut-être pas exagérée tout de même, mais on a eu beaucoup d'engoulevents. Oui, parce que pourquoi? Parce que ce sont des oiseaux qui aiment des surfaces, des surfaces de forêt, mais très claires, des surfaces de landes. Voilà. Et puis alors, on a eu de la pie-grièche écorcheur. Et je vais vous raconter une anecdote qui est assez marrante, parce que j'arrêterai. C'est que j'étais avec mes collègues, on était en train de jalonner. Alors quand on jalonne, on prend des morceaux de bois, et puis avec la serpe, on fait un jalon avec un bout pointu. Et moi, les collègues étaient en train de faire une ligne de jalon, moi je leur traçais des grandes directrices à l'équerre. D'un seul coup, je dis, mais alors je vois un lézard empalé sur un jalon, un peu plus loin. 3 comme ça, 3, 4. Ben, je dis, mais les collègues, qu'est-ce qu'ils fabriquent, quoi? Ils s'amusent quand même à tuer les lézards et les empaler. Et j'étais pas tellement content vis-à-vis de mes collègues, j'ai dit, il faut même que je leur dise. Et puis à un moment donné, je vois sur un bouleau qui était brûlé, donc avec des branches, des petites branches mais dures, hop, un mulot qui était empalé dessus. Alors ça, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Alors je discute avec les collègues. En fait, c'était une pie-grièche qui prenait les bestiaux et qui faisait son garde-manger. Et sur les jalons des forestiers. Il y a comme des poils, ce sont des plumes, mais qui ressemblent à des poils, des barbules de chaque côté là. Donc, si vous voulez, quand il ouvre le bec, en même temps, il augmente la surface de prise avec ses barbules. Et alors, l'originalité que possède l'engoulevent, et je vais encore redire que la nature est bien faite, c'est parce que dans ses pattes, donc dans un de ses doigts, il a des crans. Et il travaille avec ce doigt-là comme avec un peigne. Et il enlève les insectes avec ce doigt-là. Il se nettoie les moustaches. Il enlève les moustaches, oui. Regarde. Ah, la folle d'araignée. Ça, c'est pas gallo-romain. Hein. Avec le pollen. Bien vu, Marie-Jo, l'œil aguerri. Ah oui, Marie-Jo. C'est pas toujours d'une année sur l'autre, c'est pas toujours à la même place, mais c'est toujours dans le même secteur. Il n'y a plus grand-chose. La seule chose qu'on connaisse ici en termes d'exploitation aurifère, ce sont des tertres, parce que, ben, vous allez le voir, pour trouver un peu d'or, il faut remuer beaucoup de pierres et beaucoup de terre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens, ils déposaient ça juste à côté. Donc vous avez, sur les exploitations aurifères manuelles, vous avez un certain nombre de tertres qui sont souvent au bord des rivières. Pourquoi? Parce que il y a besoin de laver le matériau pour y voir clair. Et puis, deuxièmement, comme l'or a une densité beaucoup plus forte que les autres matériaux, donc c'est 7 pour 2, donc c'est 3 fois et demi plus lourd. Donc vous allez vous retrouver avec des produits qui vont tomber, malgré qu'ils aient des tailles et des dimensions très petites. Donc vous avez ici toute la partie de la zone de la Croiscaille qui a été déjà reconnue aurifère. Côté, on ne le voit pas. Donc il est derrière moi, il y a une butte, et derrière la butte, il y a le petit vallon, et c'est celui-là. Donc on a un deuxième outil qui est maintenant en plastoche, qui permet en partie de faire écouler ce qu'on ne veut pas. Bon, il faut avoir une certaine dextérité et un certain savoir-faire. T'as porté ça toute ta vie, toi. T'as des bras un peu raides, c'est plus souple. Hein. J'en tiendrai compte. Donc en fait, l'or, théoriquement, doit se déposer dans le fond. Voilà. Prendre la place des sédiments. Mais bon, il faut bien laver pour faire vraiment partir toutes les particules fines. Encore bien. Mais toutes les particules les plus légères, on va les extraire. Effectivement, on peut retrouver à ce moment-là des traces de certains matériaux, métaux parfois, qui sont liés à la métallogénie, de volcanisme ou des choses comme ça. Donc c'est clair qu'il y a des milieux où si on trouve par exemple certaines pierres, certains types de minéraux, on ne peut pas dire autrement, il y a eu du volcanisme.
Ils n'ont pas été amenés autrement. Des formations sur un arbre appelées loupes. Selon Bernard, adepte de la géobiologie, croyance ésotérique, ces loupes seraient le résultat de forces liées aux champs magnétiques, courants d'eau souterrains, etc. Donc là, on a la plus belle démonstration. Et donc celui-là est en plus sur une cheminée, ce qu'on appelle une cheminée cosmotellurique. C'est-à-dire que c'est des structures d'énergie qui tournent. Alors vous avez les deux. Selon la Hulotte, parution bien connue des naturalistes, elle est le résultat d'un dérèglement du cambium, une couche de tissu située entre le bois et l'écorce, qui s'est mise à créer une prolifération tourbillonnaire de cellules. Dans le cas de résineux comme ici, c'est plus sûrement le résultat de l'intervention du piquet-pêche qui troue l'écorce de son bec pour chercher des insectes. L'arbre se défend en formant des bourrelets afin d'éviter l'installation de champignons. À vous de choisir la version qui vous convient. Ici, sur un marais de pente, ce qui se passe, c'est que on a une inclinaison qui est nord-sud, qui est vers le sud, donc une tête qui dépasse. On a forcément une rétention d'eau, ce que vous avez vu au ruchon tout à l'heure. Vous imaginez que ça se passe de la même manière dans le sol. Donc chaque fois, vous allez avoir des barrières et une succession de barrières qui vont s'étaler sur la pente. Donc à chaque fois, vous allez avoir une retenue. C'est comme si vous aviez des barrages en cascade. Donc ici, c'est ce qui fait que la forme globale, elle est en pente. C'est un marais en terrasse. C'est qu'on ne voit plus les terrasses. Donc dans toutes ces zones-là, il se développe chaque fois. Voilà. Alors l'opportunité qu'on a aujourd'hui, et si l'homme n'intervenait pas, il y a déjà longtemps que vous verriez que ça. Donc c'est-à-dire des bouleaux et le milieu forestier qui reconquiert tout le reste, tout l'espace. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'étrépage, entre autres. L'étrépage, vous allez voir, c'est on retire une partie de la molinie. Ce sont toutes les grosses touffes qu'on va voir et qui sont en train de repousser, que vous avez peut-être vu, il y en a là derrière, hein, qui sont en train de se régénérer et qui vont étouffer tout le reste du potentiel qui est encore en dormance, qui s'est mis en dormance dans le sol. Donc tous les endroits où on va régénérer le sol de manière à ce que toutes les autres espèces puissent pousser, ça va de nouveau reproliférer. Vous allez voir aussi que, parce qu'on ne va pas s'arrêter vu que l'espace est quand même assez réduit et puis qu'on est nombreux, qu'on a coupé les arbres à 1 mètre. Alors le but c'est qu'au bout de 3-4 ans, le bouleau meurt. Et ce qu'il faut faire, c'est venir recouper les rejets qu'on peut avoir sur la partie du tronc ou au pied. Certaines autres expériences qui sont aussi faites et qui consistent à faire un anneau autour de l'arbre, de manière à enlever un des circuits d'échange entre la sève et la remontée ou la redescente du liquide. Donc c'est un circuit fermé. Une annihilation circulaire pour empêcher la sève élaborée de revenir. La sève brute de monter, la sève élaborée de descendre. Il y a 2 sortes de vinaigrette, avec un épi ou l'autre avec 3 ou 4 épis. Et les Romains cueillaient ce que vous apercevez là, les petits plumets qui sont en fait l'ensemble des graines. Ils en faisaient une mèche et ça servait à servir de mèche dans les lampes à huile. En haut de la tour du millénaire, il y a toujours du vent. Difficile d'avoir une prise de vue stable sans trépied.